Donc effectivement, Clara et Johan, on travaille pour un organisme de formation, mais aussi une société de conseil, RH, et QVCT qui s'appelle Popmood. Et on va être ensemble jusque, 12h50 pour parler, du parcours collaborateur, qui va de l'intégration jusqu'au départ et savoir comment on peut en faire un moteur, de performance et de fidélité, puis surtout, comment le penser dans les organisations, d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout au long de ces 50 minutes, à les poser directement dans le chat. Vous pouvez directement les poser. On vous répondra, certainement plutôt au fur et à mesure. Comme ça crée un peu d'échange entre nous et donc n'hésitez pas à la moindre question, d'utiliser, cette partie, chat, pour la poser. Ouais, on va être fidèle à nos méthodes de formation. Il faut que ce soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas. Pour se présenter rapidement, donc Clara et moi, on a créé, Popmood, qui est une société qui a une bonne année maintenant, mais ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est sur le sujet. On partage des convictions qui sont assez fortes et nous, on pense que l'environnement de travail, doit être le moteur de la performance, en entreprise et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on part du principe, de bon sens, que quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui est bien dans son organisation, va être beaucoup plus performant, engagé, pourquoi pas même loyal, envers son entreprise, et vice versa. Donc ce sont des choses qu'on va essayer de mettre en avant le plus possible et donc notre mission, c'est d'accompagner les entreprises, dans le développement de ces politiques-là, dans la connaissance aussi de, ce qui se passe dans les équipes avec des diagnostics, notamment, RH et QVCT précis, des formations, des ateliers, des diagnostics qui derrière, vont déboucher vers un accompagnement, plutôt long terme. Notre mission, du coup, c'est vraiment de vous accompagner, en fait, et d'accompagner, les entreprises dans le développement de leur marque employeur et ça tombe bien parce que justement cette expérience collaborateur et ce parcours collaborateur, c'est un élément, mais vraiment constitutif de votre marque employeur et c'est pour ça qu'on a jugé que ce sujet, mériterait beaucoup plus que 50 minutes. Mais en tout cas, l'idée de ces 50 minutes, ça va être vraiment de vous donner des conseils clés et que vous puissiez ressortir de ces 50 minutes avec pourquoi pas un plan d'action à mettre en place directement dans votre entreprise sur tous les sujets de l'expérience collaborateur. Hop, je passe la prochaine slide, pardon. Donc, l'idée, c'est de se dire, et si l'expérience que vous offrez à vos collaborateurs valait autant que celle que vous offrez à vos clients? L'idée, en fait, ça va être de travailler autour de 2 objectifs. D'abord, de réfléchir, en fait, à la maturité actuelle de l'expérience collaborateur dans votre entreprise actuelle, mais aussi de comprendre tous les enjeux RH, mais aussi business, d'un parcours collaborateur qu'on va juger solide. Effectivement, c'est vrai qu'on a une tendance naturelle, à valoriser l'expérience client. On en entend beaucoup, beaucoup parler, c'est quelque chose d'important, mais finalement assez peu de l'expérience collaborateur qui, est au moins, aussi important. On a aussi constaté que beaucoup d'entreprises, si, hem, elles, en tout cas considéraient ses collaborateurs un peu comme des comme leurs clients, on aura un niveau de performance qui serait très différent. Déjà, avant de commencer, c'est quoi l'expérience collaborateur? L'idée à retenir, c'est que vos salariés, actuellement, sont vos meilleurs ambassadeurs. Et l'expérience collaborateur, ça va vraiment venir cibler et désigner toutes les actions que vous allez mettre en place dans l'entreprise à chaque étape de leur parcours. Ce parcours, il va commencer dès la première phase de recrutement et jusqu'à la sortie des effectifs de votre collaborateur. Ça aura vraiment un impact direct sur l'image que les employés vont percevoir de leur employeur dans les différents aspects de leur vie professionnelle. Je vous ai donné un petit chiffre ici, c'est que 23 en fait, selon la dernière étude Gallup, un collaborateur avec un engagement envers son entreprise serait 23 plus productif dans ses tâches au quotidien, ce qui est quand même assez significatif. La première chose du coup qu'on voulait vous demander, on vous a préparé un petit sondage que je vous affiche ici. C'est comment vous pourriez définir votre expérience collaborateur actuelle. Donc, vous pouvez voter. Est-ce que vous considérez que cette expérience, elle est bien définie, à améliorer ou inexistante aujourd'hui? Je ne sais pas si vous voyez du coup. Ouais, super, parfait. On voit que ça bouge quand même pas mal et pour la majorité des cas, on voit quand même une grande majorité qui arrive dans la partie à améliorer et tant mieux. Parce que c'est sûrement pour ça que vous êtes là, que vous êtes là aujourd'hui et l'idée finalement, c'est de l'amélioration continue.
Oui, alors effectivement, le inexistant, à 10 bon, ça veut dire qu'il y a tout à faire et c'est bien, on va pouvoir le travailler. Mais effectivement, la majorité des gens sont comme vous, dans cette partie améliorée. Parce que quand on parle parcours collaborateur, on n'a, pas forcément hop, voilà, pardon. On n'a pas forcément, en tête, tout le processus. On a souvent des entreprises qui, décident et qui mettent en place des process d'onboarding qui sont, plutôt bien faits, bien construits, mais par contre pour tout le reste, et ben, on n'a rien de prédéfini, on n'a rien de préparé et on n'a rien, qui vient, aider, en tout cas à se préparer aux événements qui arrivent jusqu'à la sortie, qui pour nous est aussi un événement, autant important que l'onboarding. C'est-à-dire que préparer quelqu'un à la sortie de son entreprise, c'est pas quelque chose à laquelle on pense au début et pourtant on devrait le faire, parce que c'est au moins aussi important et ça vient impacter, tout autant la marque employeur et l'impact que vous allez avoir sur les salariés qui restent et puis ceux qui pourraient venir par la suite. Donc là, vous pouvez voir affiché à l'écran, la timeline du parcours collaborateur. On a tendance à croire que le parcours collaborateur va commencer dès le premier jour, en fait, du collaborateur dans l'entreprise, mais en fait, finalement, elle commence bien avant. Et ça commence aussi par la première porte, c'est-à-dire votre offre d'emploi et la façon dont vous allez gérer vos candidatures. On va rentrer un petit peu plus dans le détail à ce niveau-là, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que, la première image que vous allez renvoyer, c'est aussi l'image d'abord extérieure. Parce qu'avant de vous rejoindre, votre collaborateur soit a entendu parler de vous, soit a vu votre offre d'emploi, ne vous connaissait pas avant, mais a appris déjà à avoir un premier aperçu de ce que vous pourriez lui proposer sur votre offre d'emploi. Donc ça, c'est hyper important de vraiment considérer votre parcours comme collaborateur comme celui qui va commencer dès lors que vous allez capter l'attention de votre potentiel candidat et votre futur talent qui va vous rejoindre. Évidemment, on va jusqu'à l'offboarding. Le parcours collaborateur ne s'arrête pas à l'annonce de votre collaborateur qui va décider de démissionner. C'est pas parce qu'il a décidé de démissionner, évidemment, que automatiquement il sort des effectifs tout de suite. Et on le verra aussi du coup au fur et à mesure de la formation. L'offboarding, il est vraiment une étape cruciale dans votre parcours collaborateur parce qu'il va définir aussi votre image de marque et votre culture d'entreprise derrière. On va entendre parler de vous aussi par rapport à la façon dont vous gérez vos offboarding. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce niveau-là? Pas du tout. On est 2, donc du coup, c'est vrai que des fois, on peut compléter aussi les réponses de l'un et de l'autre, donc c'est quand même plus pratique. On vous a préparé un deuxième sondage sur justement, en fait, toute cette histoire du parcours collaborateur. On aimerait bien avoir votre avis sur ce sujet-là, c'est-à-dire, d'après vous, quelle est l'étape du parcours collaborateur la plus critique? Est-ce que c'est le recrutement, l'onboarding, l'engagement, la mobilité interne ou l'offboarding? C'est des questions qui sont finalement assez importantes parce que l'idée, c'est de savoir où c'est le plus compliqué de fidéliser son talent et son collaborateur. On vous laisse un petit peu de temps pour voter. OK. Alors sans surprise, ouais, la question de l'engagement, heu, est quelque chose d'important, en tout cas qui ressort effectivement, et c'est ce que cherchent, toutes les entreprises et c'est nous aussi notre raison d'être à nous, hein, c'est d'essayer de faire en sorte que, qu'on s'engage, au sein de son entreprise. Ce qui est le plus surprenant quand je lis les résultats de sondage, c'est qu'on a, seulement 8 qui pensent que, le par la en tout cas la partie la plus critique concerne le recrutement et l'offboarding, qui sont pourtant, et on va le voir après, le premier point de contact et le dernier finalement aussi, avec l'entreprise. On dit souvent, c'est un adage, bien connu qu'on a une seule chance de faire une bonne première impression, et effectivement, ça commence nous avec le recrutement et c'est ce qu'on va voir. Et j'espère qu'à la fin de ces minutes passées ensemble, heu, en tout cas, vous serez d'accord avec nous pour dire que le recrutement, l'annonce, mais aussi le départ des collaborateurs sont des points tout aussi importants que tous les autres, et que c'est aussi grâce à ça qu'on va obtenir, l'engagement, que vous pensez, à 50 être, la partie la plus, critique. OK. Du coup, on va
Je suis désolé, voilà, hop. Commencer sur cette partie. Sur la partie du coup, Pardon. attractivité et recrutement, donc ça, c'est les premières parties qu'on a vues ici. Donc on va dérouler en fait toute la timeline du parcours collaborateur donc pendant ces 50 minutes, qui ont déjà bien commencé d'ailleurs, donc c'est plus vraiment 50 minutes. Mais on va dérouler du coup chacune des parties pour voir du coup ce qu'on peut vous donner nous comme conseil et ce que vous pourriez du coup appliquer directement après cette mini formation. Donc d'abord, ça va vraiment être sur la partie attractivité et recrutement. J'aime bien cette phrase qui dit que si vous attendez son arrivée pour commencer l'onboarding, c'est que vous avez déjà un train de retard. En fait, l'expérience collaborateur, c'est un parcours qui débute, comme on le disait, bien avant l'arrivée physique d'un nouvel employé. Ça va prendre racine dès la conception de l'offre d'emploi, parce que ça va vraiment être la première interaction formelle entre l'entreprise et le candidat potentiel. Elle doit être conçue, du coup, cette offre d'emploi avec soin pour refléter, en fait, fidèlement la réalité du poste qui va être occupé dans l'entreprise. Vous devez y afficher évidemment la liste des missions, mais elle doit correspondre vraiment avec la fiche de poste que vous mettez à disposition à l'entrée du collaborateur dans l'entreprise. Il ne doit pas y avoir de mauvaises surprises en disant bon, bah, sur l'offre d'emploi, on m'a dit que j'allais faire telle mission, mais en fait, je me rends compte que j'en ai 10, 20 supplémentaires qui vont me prendre du temps et du coup, je ne vais pas pouvoir me concentrer sur les missions qui étaient affichées dans l'offre d'emploi, qu'on m'a annoncé aussi dans les entretiens de recrutement. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Ça paraît bateau quand on le dit comme ça, mais finalement, c'est une des parties les plus importantes pour la fidélisation et pour pas que le château de cartes s'effondre déjà dès les premières semaines en fait, du collaborateur dans l'entreprise. Les perspectives d'évolution, c'est pareil. On a tendance à les oublier dans les offres d'emploi. Nous, on n'est pas des spécialistes du recrutement. Par contre, on ne va pas rédiger les offres d'emploi à votre place, par exemple, mais on va vous donner en fait les idées claires et les informations en fait obligatoires à faire afficher dans ces offres d'emploi et qui vont correspondre en fait à la fiche de poste du candidat. Les perspectives d'évolution, elles doivent aussi être signifiées. Si elles ne sont pas dans l'offre d'emploi, elles doivent au moins être abordées après dans les entretiens. Vous devez aussi évidemment afficher tous les avantages à rejoindre votre entreprise. Qu'est-ce qui vous démarque des entreprises, du secteur que vous occupez? Qu'est-ce qui vous démarque en fait de vos confrères, de vos concurrents en termes d'avantages sociaux, mais aussi l'avantage, par exemple, dans les perspectives d'évolution aussi. Si ça se trouve, vous avez des choses différenciantes à proposer et ça, c'est hyper intéressant de les mettre en avant. Je fais un petit focus là-dessus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les candidats, ils sont hyper connectés, mais surtout, ils sont dans la connaissance des règles du droit du travail aussi, notamment. Et on ne peut pas aujourd'hui décemment dire qu'un avantage social légal fait partie de ce qui va, en tout cas, mettre en avant votre entreprise. Au contraire, on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un effet dévastateur de quelqu'un qui lit sur une annonce que la mutuelle est prise en charge sur un faible pourcentage parce qu'aujourd'hui, ils le savent et ils vont se dire: «Bah non, c'est juste la loi». Donc il faut prendre ces offres d'emploi comme le premier acte de communication interne, mais aussi externe parce que, en tout cas, ça va refléter l'image de votre entreprise. Et si elle n'est pas bien travaillée, si surtout elle n'est pas en adéquation avec ce qui va arriver après, c'est l'entretien d'embauche. Là, on a un risque de mauvaise surprise, et en tout cas de perte de confiance dès les premières heures du collaborateur qui ne l'est pas encore parce qu'il est seulement candidat. Et finalement, il y a aussi tout un sujet qui va être attrayant aussi sur la partie culture d'entreprise et valeurs. N'oubliez pas de parler de vous. Mettez en avant finalement cette culture d'entreprise que vous souhaitez dégager aussi à l'externe, en extérieur du coup, et à destination des futurs candidats qui pourraient du coup postuler à vos offres d'emploi. Les candidats, en fait, ils veulent savoir aujourd'hui si l'entreprise correspond à leurs propres valeurs et à leurs propres aspirations. Aujourd'hui, vous avez des valeurs, vous avez une culture d'entreprise que vous avez mis en place, vous avez des convictions. N'hésitez pas à les faire partager aussi dans vos offres d'emploi. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment être irréprochable après dans la suite des événements du coup avec le talent. Et là, c'est là où on va parler en fait de la gestion des candidatures, où on va vous demander évidemment respect et professionnalisme. Partons du principe qu'une candidature égale un retour.
On est d'accord, dans les faits, c'est extrêmement compliqué. Si vous travaillez pour une grande entreprise, que vous recevez plus de 200 CV, 300 CV pour une offre d'emploi, c'est extrêmement difficile de faire un retour individualisé à chacun. C'est pas forcément ce qu'on demande aujourd'hui, parce qu'on sait que dans les faits, c'est évidemment extrêmement compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le silence, il va être perçu comme un manque de respect et qui peut nuire, du coup, évidemment, à l'image de votre entreprise. Un entretien, c'est pareil. Si on fait un entretien, on fait un retour expliqué. Après un entretien, en fait, le candidat, il doit recevoir un retour, quel que soit le résultat. Si la réponse, elle est négative, expliquer clairement les raisons, en fait, du refus de continuer avec lui, parce que ça va permettre au candidat, évidemment, de comprendre et d'apprendre de son expérience. J'ai envie de dire, toutes les raisons sont valables pour ne pas poursuivre un process de recrutement. Respectez aussi également tout ce qui va concerner vos délais. Respectez les délais de réponse que vous vous êtes fixés. Ça aussi, ça doit faire partie de process en interne. Si vous avez annoncé que vous répondrez dans un délai de 2 semaines, bah, faites-le, parce qu'en fait, le non-respect des délais, ça peut être perçu aussi comme un manque de professionnalisme. Et ça, c'est pas seulement pour les réponses négatives. Vous avez passé votre dernier entretien avec un de vos candidats. Vous envisagez du coup effectivement de lui apporter une réponse positive. Et à la fin de l'entretien, donc vous lui dites, bah, écoutez, on vous fera un retour d'ici une semaine. Une semaine, c'est 7 jours, c'est pas 10. C'est aussi une question de bon sens. C'est finalement, c'est que du bon sens qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais le fait de ne pas respecter les process qu'on se fixe, ou que ce soit des petites choses comme ça, où vous avez dit que vous alliez lui apporter une réponse le jeudi, au final, vous lui apportez une réponse le vendredi, c'est des petites choses qu'un collaborateur va pas oublier. Ouais. Et mis bout à bout, c'est des petites erreurs et une succession de petites erreurs comme ça qui, pour vous, ne sont pas grand-chose, qui, dans les faits, ne sont pas grand-chose, mais qui, pour le collaborateur, s'enregistrent quand même dans sa mémoire. Et c'est pas le moment, finalement, de donner des mini mauvaises impressions. Il ne faut pas non plus penser l'entretien d'embauche comme un moment différent des autres parcours collaborateurs ou des autres entretiens que vous pourriez avoir avec les salariés ou les collabs. Un des piliers de la QVCT sur lequel nous on s'appuie beaucoup, c'est le management participatif. Ouais. Et ben ça s'applique aussi, pourquoi pas, à l'entretien d'embauche. Et le fait de laisser la parole, de laisser les gens parler, de laisser les gens s'exprimer, et pourquoi pas même de donner leur avis sur une organisation. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite prendre en compte tout ce qu'il dit, mais le fait de laisser en tout cas un espace de parole ouvert, bah, ça démontre aussi que vous appliquez les valeurs de votre entreprise et que en tout cas, vous le traitez déjà comme un futur collaborateur. Sur la prochaine du coup partie de ce parcours collaborateur, là on va aborder tout ce qui est pré-onboarding et onboarding. Donc l'expérience collaborateur, finalement, elle va débuter avant même que vous sachiez qui sera votre prochain collaborateur. Un onboarding qui va être réussi, il ne va pas se jouer le jour J, mais bien en amont de l'arrivée du collaborateur. En fait, l'idée, ça va être de préparer le terrain. Prendre contact en amont, évidemment, avec le collaborateur qui vous rejoint. La qualité, finalement, de l'intégration, elle va se mesurer dans les détails qui vont être préparés avant son arrivée. Et c'est ce qui va conditionner aussi son état d'esprit dans l'entreprise, son engagement et la confiance qu'il va avoir dès les premières heures. L'idée, ça va être de soigner vraiment ces petits détails qui concernent en fait finalement les premières impressions du collaborateur quand il va arriver dans l'entreprise. C'est ça qui va conditionner aussi l'avenir du collaborateur dans l'entreprise, et ça, on n'a pas peur de le dire. C'est une des conditions pour favoriser votre parcours collaborateur et l'engagement de votre collaborateur chez vous. On a tous, ou quasiment tous, un souvenir assez étrange de premiers jours en entreprise. Et malheureusement, souvent, quand on s'en souvient, c'est soit que c'est très bien fait, soit très mal. Moi, dans mon parcours, aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'ai plutôt connu du très mal et plutôt connu des moments où, en arrivant, voilà, ton bureau, ton ordi, dans le meilleur des cas, parfois ni l'un ni l'autre, et tout ça, ça va influer vraiment fortement sur la suite du parcours. Quand j'ai vu les résultats du sondage, je comprends que vous le savez déjà et que c'est quelque chose qui aujourd'hui commence de plus en plus, en tout cas à être important. Pour autant, il faut jamais oublier, il faut jamais se contenter
du welcome pack avec la gourde, la carte de visite et le stylo, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que fait à peu près tout le monde. Il faut que ça ait du sens, il faut que c'est un lien aussi avec le métier et puis il faut que ce soit quelque chose qui dure et que ce soit ancré dans les valeurs et puis surtout dans la façon de faire de l'entreprise. Aujourd'hui, quand je dis qu'on a des mauvais souvenirs, on en a aussi des bons et on a aussi aujourd'hui, et c'est rempli sur LinkedIn, par exemple, de gens qui, nous mettent des photos de leur premier jour. Ça se fait de plus en plus, où effectivement on met des petits welcome pack, on voit que ça a été travaillé et tout ça, ça va de toute façon donner une image, ultra positive, autant en interne qu'en externe et ça va donner envie évidemment d'intégrer l'entreprise. Donc, oui, c'est quelque chose qui se travaille, bien en amont et bon, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises et souvent plutôt des petites entreprises, c'est quelque chose qui est négligé et on se retrouve dans le flot des actions à faire, justement faire un peu n'importe quoi le premier jour et comme on sait qu'on doit faire quelque chose, on le fait pour le faire, et ça a pas le résultat, escompté. En fait, le premier conseil qu'on peut vous donner, ça va vraiment être, comme je le disais, de préparer le terrain, donc avant le jour J. Et dans ce que vous pouvez faire, ça va être par exemple de prendre contact en amont avec votre nouveau collaborateur qui va vous rejoindre. Ça peut être 1 semaine, 15 jours avant, ça c'est vous qui décidez du délai. Mais vous pouvez par exemple envoyer un mail chaleureux avec toutes les infos pratiques à retenir pour le premier jour. Ça peut déjà mettre le collaborateur dans de bonnes conditions et réduire en fait l'anxiété et le stress que peut être un premier jour. On se souvient de nos rentrées d'école, de premiers jours de rentrée. On se souvient des premiers jours qu'on a fait dans l'entreprise. La veille, on dort mal, on est stressé, on est angoissé. C'est normal et c'est humain. On arrive dans un milieu qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas encore. Donc, dans ce mail, vous pouvez mettre des infos pratiques sur le premier jour comme l'heure à laquelle il est attendu, le dress code généralement dans l'entreprise, est-ce qu'il y a un déjeuner prévu le midi, par exemple. En fait, tout ça, vous arrivez à répondre en amont aux questions que pourrait se poser le collaborateur. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas lui laisser le temps de se les poser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, 1 semaine avant de commencer, avant le premier jour, ça paraît être un bon délai. Mais tout ça, en fait, ça va déjà réduire l'anxiété, réduire le stress et ça va aussi vous donner un peu l'image et qui est une vérité que l'état d'esprit de votre collaborateur, en fait, vous intéresse et est pris en compte. Pensez effectivement, le dress code, c'est un super exemple. Clara a tout à fait raison parce que ça fait partie des choses qui peuvent un peu «angoisser» entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Costume, pas costume, cravate, pas cravate, basket, pas basket. Le fait de penser à tous ces petits détails qui finalement n'en sont pas, ça va venir alléger, la charge, en tout cas ou l'anxiété que peut avoir la personne qui va rentrer dans votre entreprise. Donc, effectivement, un conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est de penser à tous ces petits détails, qui finalement, n'en sont pas, où je vais me garer, où se trouve exactement l'entreprise, et puis comment je dois m'habiller et qui je vais rencontrer. Il y a aussi la partie du coup qui va être, de donner en fait de la visibilité à votre collaborateur. N'hésitez pas à partager le planning de la première semaine pour qu'avant d'arriver, il sache déjà ce qu'il attend en fait, pour les prochains jours. Ça a un côté aussi, rassurant. N'oubliez pas aussi le deuxième conseil important qu'on peut vous donner, c'est vraiment de mobiliser l'équipe qui est existante. Informer donc l'ensemble des collaborateurs de la date à laquelle va arriver cette nouvelle personne qui va rejoindre leur équipe, prévenir de la date d'arrivée, à s'assurer aussi que l'équipe sera présente le jour J. Avec maintenant toutes les problématiques aussi liées à la gestion des agendas avec le télétravail, assurez-vous que l'ensemble de l'équipe soit disponible pour accueillir ce salarié et créer un accueil collectif sympa, qui a du sens et montrer que l'intégration, c'est une responsabilité qui est partagée surtout. Et c'est pas un sujet isolé RH. C'est que tout le monde prend en charge dans l'entreprise ce sujet de bien accueillir du coup les salariés. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, ça va vraiment être d'anticiper aussi les moyens. Johan l'a évoqué tout à l'heure, mais un matériel prêt et fonctionnel pour le premier jour, c'est la base. Et encore une fois, ça paraît très basique ce qu'on dit, mais dans la majorité des cas et dans les entreprises dans lesquelles on a pu réaliser des diagnostics du coup RH et QVCT, on se rend compte qu'en fait, le jour de l'arrivée, soit la personne n'a pas son ordi prêt, soit elle n'a pas ses accès aux outils et elle ne peut pas suivre la formation correctement. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible.
Ça donne tout de suite un aspect hyper négatif quand vous arrivez, c'est que, en fait, le collaborateur, il avait pas assez d'importance ou alors c'était pas une tâche importante de préparer ses outils et son matériel avant qu'il arrive. Évitez les frustrations liées au retard technique ou administratif. C'est hyper important. On sort, d'un audit, où on nous a raconté un onboarding assez particulier, une boîte, très, en tout cas bienveillante sur le papier, mais ils ont accueilli un collaborateur, dans un open space de plus de 100 mètres carrés vide. Parce que c'était le lundi, c'est le jour du télétravail, Mmh. du reste de l'équipe, et ils ont pas pensé effectivement, à les faire venir. Bon, le résultat était très mauvais, vous en doutez, parce que, un tête-à-tête avec son manager dans 100 mètres carrés, Mmh. sur une journée complète, c'est pas évident. Donc oui, ces petits détails, n'en sont pas, et au mieux ce sera préparé, heu, mieux ce sera pour tout le monde. Il y a juste un dernier conseil rapidement, qu'on pourrait vous donner aussi, c'est de mettre en place un système de parrainage. Nommer un salarié référent, parrain, en fait, de ce nouveau collaborateur qui va vous rejoindre. Ça va permettre aussi de faciliter son intégration. Ses missions, ça pourrait, en fait, être de présenter le nouvel arrivant aux autres services, de répondre aux questions ou de l'aider aussi à décoder un petit peu cette culture d'entreprise qui est très claire pour vous, mais qui est peut-être un peu abstraite, pour un nouvel arrivant. L'impact, c'est que ça va créer en fait et accélérer, l'intégration et renforcer le sentiment d'appartenance du coup à cette culture d'entreprise que vous vous donnez du mal à véhiculer en fait, au quotidien. Au niveau, de l'engagement et de la mobilité, donc félicitations si votre onboarding s'est bien passé, mais désolée parce que c'était vraiment, que l'échauffement. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les efforts, c'est pas fini et finalement, c'est ce que vous avez répondu aussi dans le sondage, c'est que la partie la plus difficile dans le parcours collaborateur, ça va être d'engager, ses salariés et ses collaborateurs sur la durée et c'est pour ça qu'on va aborder tout ce qui est engagement et mobilité. Évidemment, un onboarding bien mené, c'est l'essentiel, mais c'est finalement que la mise en bouche que vous allez donner à votre collaborateur. Le vrai défi, c'est pas d'accueillir vos collaborateurs, c'est de les engager sur la durée. Leur offrir un parcours, de carrière qui soit riche, cohérent et de faire en sorte, en fait, que leur expérience, ce soit vraiment un levier stratégique de la performance et pour ça, le premier point, ça va être de donner du sens et d'écouter. Ça, c'est vraiment la base de l'engagement. Prévoyez des points sur la qualité de vie et les conditions de travail dans vos entretiens individuels. Ça paraît être la base aujourd'hui, mais c'est utile de le rappeler. Donnez la parole à vos collaborateurs, impliquez-les dans les transformations, mettez en place, pourquoi pas, tout ce qui est workshop, atelier, co-construction de projets, sur la partie, qualité de vie, conditions de travail, process et cetera. En fait, vous rappelez grâce à ça régulièrement la vision et les valeurs de l'entreprise pour fédérer autour d'objectifs communs et vous embarquez vos salariés et vos collaborateurs dans ces projets-là qui sont hyper importants aussi. Tout à l'heure, on parlait beaucoup d'engagement. Un des motifs de désengagement, le plus important, Mmh. c'est souvent la déception. Mais d'où elle vient cette déception et cette frustration? Elle vient souvent aussi du fait que, tout le parcours collaborateur, l'évolution, la mobilité, n'a pas été préparé, en amont. Souvent, les évolutions, que ce soit dans le poste, que ce soit, géographique ou en tout cas tout le parcours collaborateur, qu'on peut avoir dans une entreprise, il est souvent subi, ou en tout cas lié à des événements, une démission, il faut que quelqu'un récupère le poste, Mmh. on le fait un peu vite. Alors que, si on le pense en amont, si on arrive à le travailler et si on arrive surtout, à l'organiser avec le collaborateur, et ça, j'y reviens, encore une fois, mais ça se passe dès l'entretien et ça se passe dès les premières semaines dans l'entreprise, de se dire, heu, comment, on va, se projeter, ensemble, quel délai, on va mettre en place, quel type de poste, tu voudrais faire et surtout, comment on va faire pour t'aider, à y arriver. On a une tendance naturelle, dans nos entreprises françaises, à laisser les gens dans des métiers, Mmh. pendant toute leur carrière, alors on peut potentiellement, passer, du marketing à la vente, c'est plutôt logique, mais peut-être pourquoi pas aussi au RH ou à d'autres domaines, pour autant qu'on soit formé, et que ça corresponde à une envie, à quelque chose. Donc oui, il faut le travailler en amont et bien évidemment qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, des pendant toute la vie, en entreprise, qu'il faut le prendre en compte.
Mais au mieux, vous aurez préparé ce parcours-là, au moins il y aura de frustration. Et ce sera plus facile de dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment, parce qu'on l'avait vu ensemble, ou oui, on va t'emmener vers telle direction et voilà comment on va faire parce qu'on se l'est aussi dit dès le début. Ça va vraiment, vraiment l'aider et ça va aussi surtout vous aider à lutter contre le désengagement qui peut, en tout cas, venir au fil des années. En fait, le deuxième conseil qu'on pourrait donner, ça va vraiment être que le moteur de la fidélité, ça va être aussi de respecter l'équilibre et la confiance. Restez vigilant toujours sur l'équilibre vie pro, vie perso. Créer une communication interne qui va être rassurante, claire et engageante. Il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que le manque de communication interne avait été donné comme une cause majeure du désengagement dans quasiment 70% des cas. C'est juste énorme. Si vous faites des choses, communiquez dessus. Si vous faites des choses en faveur de vos salariés, n'hésitez pas à communiquer. Ça, c'est extrêmement important pour garder du coup toujours vos collaborateurs mobilisés. Installer évidemment un climat de confiance. Là, on évite le plus possible le micromanagement. Offrez de l'autonomie, de la responsabilisation, surtout sur certaines tâches. On ne vous demande pas forcément de les rendre hyper responsables sur la gestion de leur agenda. On ne vous demande pas forcément de mettre en place des horaires flexibles. C'est pas ce qu'on veut dire, mais en tout cas de leur laisser une certaine autonomie sur des choses qui restent possibles, sur la réalisation de certaines tâches, par exemple. Ça, c'est hyper important pour conserver en fait ce niveau de confiance et respecter vraiment cet équilibre qu'on va rechercher chez vous. Et la troisième chose qu'on pourrait vous dire, ça va être de vraiment incarner et de garantir la justice organisationnelle dans votre entreprise. Il n'y a pas de culture solide sans justice organisationnelle. Ça veut dire que tous les sujets de diversité, d'inclusion et d'équité, ce n'est pas des options, c'est des fondations. Et ça, c'est hyper important que vos collaborateurs puissent le ressentir pendant toute la durée de leur carrière chez vous. Je vois le temps qui passe, Ouais. donc on va avancer, sinon on n'aura jamais le temps de finir. Après, c'est pas grave, j'imagine que tout sera disponible par la suite. Il y a une dernière question qu'on voulait vous poser sur les sondages. C'est quel canal de communication interne a, selon vous, le plus d'impact sur l'engagement des collaborateurs? Est-ce que ça va être les échanges directs avec le management, les réunions d'équipe régulières, la newsletter interne ou les outils digitaux ou les événements internes et les moments de vie de l'entreprise? Est-ce que vous jugez qu'il y a certains canaux de communication interne qui sont plus importants que d'autres pour faire passer du coup tous ces messages-là? Je suis pas étonnée de voir pour l'instant encore le 0% dans les newsletters et les outils digitaux parce que finalement en fait Je pense qu'on va en faire une capture d'écran parce que ouais. absolument, ouais, je suis super content du résultat. En fait, les RH qu'on rencontre, parce que c'est les gens avec qui on travaille le plus, souvent, on se rend compte qu'on a des problèmes incroyables Mmh. et liés au désengagement. C'est-à-dire qu'ils nous disent, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ils ne connaissent pas la vision de l'entreprise ou ce qui s'y passe, parce qu'on leur envoie une newsletter, je ne sais pas, tous les mois Mmh. et tous les 2 mois. C'est donc de leur faute s'ils ne la connaissent pas, parce que tout est envoyé. Je suis hyper content de voir que c'est 0% sur la newsletter et l'outil et les outils digitaux, parce qu'on est complètement aligné avec ça nous aussi et on pense que bien souvent, alors on est évidemment pour la digitalisation, pour tout ce qui va aider à la productivité, mais on pense qu'à aucun moment ça ne peut remplacer effectivement, alors les échanges directs, on a baissé un peu en pourcentage, mais ça reste quand même le mode préféré et on est complètement d'accord avec ça, on va en parler après. Les événements internes aussi, sous certaines conditions, il faut qu'ils soient préparés Mmh. d'une certaine façon, mais en tout cas, je vois que, vous les participants à cette session et nous, on est hyper alignés là-dessus et que, effectivement l'outil, digital, la newsletter ne va absolument pas remplacer, les échanges en direct, et puis on est bien content de lire ça. En fait, pourquoi on vous a posé cette question? Parce que, pour aborder en fait, le sujet, de l'expérience collaborateur, on peut pas l'aborder aussi sans parler de cette communication interne qui est extrêmement importante.
peu importe vos efforts, si vous ne communiquez pas dessus, ils resteront toujours invisibles. Et ça, c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante à prendre en compte, c'est que vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde. Si vous ne communiquez pas dessus, vous passerez toujours pour celui qui ne fait rien aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est que cette communication interne, elle est trop souvent sous-estimée. Et pourtant, c'est vraiment le premier maillon de l'engagement collaborateur et c'est aussi un pilier fondamental pour créer une culture forte, partagée et qui va être incarnée par vos collaborateurs. En fait, elle a 3 objectifs principaux. Cette communication interne, ça va être d'aligner les équipes sur une vision commune, renforcer le sentiment d'appartenance et valoriser cette culture d'entreprise-là. Donc, on vous a mis en fait un petit tableau avec tous les piliers de la communication interne, les objectifs RH qui peuvent y répondre et des exemples sur comment vous pouvez répondre à ces piliers et ces objectifs, sur l'information descendante, sur l'écoute active participative, la reconnaissance, la célébration de la convivialité, la transparence. On va peut-être pas forcément rentrer dans le Non, détail. on peut donner quelques petits exemples. Ouais. En fait, avec PopMood, par exemple, nous, on réalise des diagnostics RH et QECT, et une des questions qu'on pose aux collaborateurs, souvent, c'est quels sont, ou est-ce que vous êtes en accord avec la politique salariale et vos avantages sociaux. On a souvent, pour pas dire tout le temps, des avantages sociaux qui sont tous minimisés. C'est-à-dire que la perception qu'ils en ont et la réalité des choses n'est pas la même. Et ça va créer de la distension avec les dirigeants quand on leur fait le retour, en leur disant ce que nous, quand on fait notre diagnostic, on ne connaît pas ces réponses à l'avance. Et nous, on leur dit, bah, c'est quand même étrange pour une grande société comme la vôtre, il n'y a pas d'avantages sociaux. Et ils nous disent, mais bien sûr que si, il y a ça, 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 ça et ça, et plein de choses, sauf qu'ils ne le savent pas. Et c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, soigner sa communication interne, packager aussi, pourquoi pas, certaines choses, bah, pour vendre en interne ce que vous faites, c'est bien de le faire, mais si c'est pas communiqué, en tout cas, peut-être même qu'ils vont même pas en profiter parce qu'ils savent pas que ça existe. En tout cas, nous, ça revient dans quasiment 100 % des cas, la différence entre ce qui est fait vraiment et ce qui est ressenti. Du coup, oui, on va pas aller dans le détail de tout ce qu'il faut faire parce que on va vous laisser lire les tableaux et puis il y a plein d'autres choses à faire et puis, j'imagine que vous avez vos propres solutions aussi. Mais en tout cas, il est important d'aller chercher, chez le collaborateur, à savoir s'il a connaissance ou pas, de ce qui est mis en place, dans l'entreprise et de pouvoir y remédier, le cas échéant. Et sur la dernière partie du coup de cette timeline, du parcours collaborateur, évidemment, ce qu'on va aborder, c'est surtout, l'offboarding. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un mauvais offboarding pourrait transformer vos ambassadeurs en vos pires détracteurs. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Un collaborateur qui va partir bien accompagné va rester ambassadeur et prescripteur de votre entreprise. C'est-à-dire que quand il va en parler autour de lui en disant: «Bon, bah, moi, j'ai travaillé 2 ans, 3 ans, 10 ans dans cette boîte, j'ai adoré l'expérience, la culture d'entreprise est bonne, j'ai eu un super pot de départ, mes collègues m'ont fait un super pot de départ, et cetera, en partant». En fait, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment, l'ambassadeur de la culture d'entreprise à l'externe, qui va aussi promouvoir l'idée que, soit on a envie de consommer, chez vous, soit on a envie d'utiliser vos services ou encore mieux, on a envie de vous rejoindre pour les valeurs, que vous prônez en interne et qui sont respectées. Un collaborateur, à l'inverse, qui va partir maltraité, là, il va devenir votre plus grand détracteur. J'ai passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans cette boîte et regarde comment j'ai été remerciée. J'ai annoncé que j'avais trouvé un autre poste, j'ai démissionné. Ils m'ont même pas laissé faire mon préavis. J'ai dû faire mes cartons. Ils ont pas respecté le code du travail. J'ai reçu mes documents de fin de contrat, plus de 2 mois après avoir quitté, l'entreprise. En fait, tout ça, ça va ruiner tous les efforts, que vous aviez fournis jusque-là. Partir d'une entreprise, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Demain, votre collaborateur, il pourrait aussi redevenir un jour
votre collaborateur dans le futur. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre aussi l'intérêt de l'effet boomerang. On a des entreprises pour qui c'est des non catégoriques. Si tu quittes l'entreprise, tu ne reviens plus jamais. Il y a aussi un sujet, assez, psychologique, en fait, finalement, à tout ça. C'est peut-être parfois, on a des dirigeants d'entreprise, ou des managers qui ne supportent pas qu'on les quitte, mais c'est la vie, en fait, c'est comme ça. Et ce qu'il faut faire surtout, c'est écouter et apprendre du départ des collaborateurs. Proposer un entretien structuré pour comprendre vraiment les raisons du départ. Ne jamais essayer, surtout, de retenir à tout prix. Si le collaborateur, il a déjà entamé des démarches pour partir, alors le retenir, ça pourrait être clairement néfaste. Déjà pour les salariés qui sont déjà en place, déjà parce qu'il montre déjà un fort signe de désengagement et qu'aujourd'hui, retenir absolument quelqu'un, par peur, en fait, de perdre son savoir-faire ou ce genre de choses, va vous faire perdre beaucoup plus d'énergie qu'aller former quelqu'un d'autre. Ça, c'est extrêmement important aussi, comme notion, c'est si la décision est prise, alors accompagnez la décision plutôt que d'essayer de retenir à tout prix votre collaborateur. Valorisez aussi le feedback et montrez que la parole sortante, elle est comprise et intégrée et que des efforts vont potentiellement être faits aussi de ce côté-là pour que des situations de désaccord, qui causent éventuellement un départ dans l'entreprise soient résolues à l'avenir. Utilisez en fait tous ces insights pour améliorer en continu les pratiques RH. C'est extrêmement important d'obtenir aussi la parole du collaborateur sortant sur comment on va s'améliorer pour les prochains collaborateurs ou pour les collaborateurs qui sont déjà en poste. Quitter une entreprise, il faut pas, en faire, le moment qui va tout gâcher. Souvent, on a beaucoup d'entreprises, qui font, tout bien, avant jusque-là, mais on a tendance à oublier que, quitter une entreprise, même quand on paraît désengagé, c'est un acte, plutôt courageux et difficile, et on a tous en souvenir nos années passées ou même nos mois passés dans une entreprise, c'est quelque chose de pas facile. Hem On n'est pas obligé effectivement de faire en sorte que ça se passe mal, par contre, on peut mettre en place les conditions pour que ça se passe bien et Clara a tout à fait raison. Rien n'empêche, même, quelques semaines après, quelques mois après, de, faire un entretien et structuré comme elle le dit, pour connaître les raisons, du départ, s'améliorer ou pas, Mmh. parce que, on peut aussi partir, pour juste parce que, c'était le moment, il y a pas d'autres raisons parfois, Mmh. valables ou parce que, bah, on est dans une organisation qui ne propose pas, l'évolution, que souhaite le collaborateur et qu'on ne la proposera pas donc autant accepter, un départ plutôt que, parce qu'on a tout vu nous dans ce domaine-là. On a vu Mmh. des gens créer des postes exprès, pour pouvoir le garder. On a mis des gens à des postes de manager sans personne à manager parce Mmh. que, c'était sa volonté. Ça n'a pas de sens. Heu il vaut mieux accepter un départ, faire en sorte que ça se passe bien et puis qu'il reste effectivement, ambassadeur, peut-être même toute sa vie, de l'entreprise et Tout à fait. qu'on garde, en souvenir, plutôt les bons moments. Pourquoi on parle aussi des recrutements boomerang? Les recrutements boomerang, c'est le fait de recruter de nouveau, un collaborateur qui vous a déjà quitté par le passé. C'est hyper intéressant. On a, un client, j'aime bien donner son exemple, qui est, vraiment sur un secteur industriel, mais assez niche, sur lequel ils ont en fait de la production en fait de solutions en élastomère. Donc comme je vous dis, c'est très, très niche et pour ces solutions-là, ils vont avoir besoin de recruter des ingénieurs. Et du coup, ils ont vraiment un pôle, ingénierie, hyper poussé sur, la production et la création de ces produits et finalement, au bout d'un moment, les ingénieurs finissent tous par partir petit à petit parce que c'est des professions qui vont aller chercher aussi de la connaissance et finalement, à chaque fois qu'un départ est annoncé, c'est toujours très bien vu, assez célébré aussi et surtout engagé, engageant en disant: «Bah, n'hésite pas à revenir quand tu auras, récupéré, de la compétence, en fait et ça arrive régulièrement que des ingénieurs qui soient partis il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, reviennent dans l'entreprise avec des nouvelles compétences et avec un nouveau savoir, en fait, qui va les aider à redévelopper des produits plus tard. C'est pas de l'espionnage industriel, attention, hein, parce que c'est généralement dans d'autres secteurs. Évidemment, il y a des clauses de non-concurrence aussi dans ces secteurs-là, hein, il y a pas de sujet, hein. Mais le fait d'aller voir aussi, comment on travaille ailleurs, pour revenir par la suite, finalement, ça peut vous apporter aussi énormément. Donc On ne vous privez pas, en fait, de ces solutions-là si elles peuvent, se présenter et ça peut se présenter uniquement si le offboarding a été bien géré.
On n'en a pas beaucoup parlé parce que le temps nous manque, il nous Mmh. faudrait une journée complète, mais Il nous reste 5 minutes en voilà, plus. pour que aussi le départ se fasse bien, il faut aussi que dans l'entreprise, il y ait une politique, claire de la transmission des savoirs. Mmh. Pourquoi ça se passe mal aussi quand quelqu'un part? C'est qu'on se retrouve pris au dépourvu. Mmh. Je ne sais pas réaliser la tâche que le collaborateur, fait, je ne sais pas faire ce qu'il faisait. Bah, forcément, ça crée des tensions et tout ça, c'est absolument évitable, si en amont, dans le parcours collaborateur, on a prévu ce genre de choses, et que, on a une politique claire de la transmission des savoirs. Maintenant, ce thème-là, c'est une formation déjà en tant que Ouais, telle, qu'on peut ouais. développer si vous voulez, un autre moment, mais il y a 1 milliard de choses à faire justement pour éviter tout ça, mais ça peut avoir des conséquences, Mmh. assez fortes sur le thème d'aujourd'hui, qui est le parcours collaborateur du coup et l'offboarding. Voilà, si on a des tensions, c'est pas pour rien. On va bientôt du coup clôturer, tout ça parce qu'il nous reste que 4 minutes et ça aurait été sympa quand même de se garder un petit peu de temps pour des Mmh. questions éventuelles. On verra, si Laura, tu nous autorises éventuellement à déborder de 2-3 minutes s'il y a des questions. On verra bien s'il y en a. Mais, voilà les idées clés à retenir. C'est qu'une expérience collaborateur réussie, elle nécessite constance, rigueur et pas d'improvisation. Tout va commencer évidemment dès le processus de recrutement. Votre onboarding, il conditionne l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous devez autant à votre collaborateur que lui ne vous doit. La formation et la mobilité interne, évidemment, c'est des clés de la fidélisation et ça va être toutes ces petites actions quotidiennes qui font la différence. L'écoute, la reconnaissance, l'équilibre vie pro, vie perso. Toujours rester dans une logique d'amélioration continue en interrogeant, en écoutant et en ajustant, du coup, en interrogeant et en écoutant vos collaborateurs et en ajustant vos pratiques RH. Et ne pensez jamais que vous en faites déjà assez. Ça, c'est hyper important. Demandez toujours ce que vous pouvez faire de mieux. Pour aller plus loin, vous avez un petit QR code ici que vous pouvez scanner, où on vous propose de télécharger notre catalogue de formations. On a des formations assez complètes et assez variées sur tous les enjeux RH actuels, à savoir la qualité de vie, les conditions de travail, la santé mentale, le management. Donc n'hésitez pas à télécharger le catalogue si ça peut vous intéresser. Notre société, du coup, Popmood, est certifiée Calliope aussi. Donc ça, c'est assez important à savoir, c'est que vous pouvez bénéficier de financement de la part de vos OPCO Ouais. si vous êtes éligible du coup à ces prises en charge. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans ces cas-là pour d'éventuels besoins de Ouais. formation sur une journée ou plusieurs jours. Et merci beaucoup. Vous pourrez aussi voir sur notre site l'ensemble de nos services parce qu'on fait de la formation, mais pas que. On fait beaucoup de choses et donc on vous laissera aller voir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et on va vous laisser peut-être la parole. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. N'hésitez pas, du coup, Mmh. vous avez le chat qui vous permet de poser les questions directement Mmh. et on vous répond. Pas de questions, dis Bon, pas de donc. questions, c'est qu'on a beaucoup parlé. On vous remercie en tout cas, Merci beaucoup. de nous avoir écoutés pendant, presque 1 heure. Voilà, on espère que vous avez retenu, 1 ou 2 petites choses qui pourront vous aider, dans le futur. En 50 minutes, c'est pas évident. Merci, Oriane. Merci Oriane, merci Merci Myriam. beaucoup et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, on a plein de ressources aussi. On est à l'écoute et on est aussi, très, très friands de retours, terrain, de RH, de dirigeants, de managers, parce que ça nous nourrit, vraiment, au quotidien. Merci, merci beaucoup. Merci à tous.